responsable de la traduction des lois pour le Manitoba, qui, rappelons-le, les étudiants jusqu'aux années 80, ils étaient obligés de cacher leurs livres français à l'école quand les inspecteurs venaient, parce qu'ils avaient perdu leur droit d'avoir leur loi en français. J'étais nommé par M. Ryan commissaire à la commission d'appel sur la langue d'enseignement qui déterminait l'admissibilité. Et je suis très fier de vous dire que c'est moi qui ai écrit la solution de compromis qui tient encore, et André était là à l'époque. J'ai suggéré, malgré la décision de la Cour suprême, qu'on maintienne l'unilinguisme français sur les babillards. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter les écrits. Ils sont tous maintenant versés dans les archives nationales du Québec. Tout ça pour vous dire que c'est un dossier fort complexe qui continue à me hanter à Ottawa. Parce que l'année dernière, le NPD et mes collègues et moi, on a voté en faveur d'une loi proposée par le Bloc québécois qui aurait étendu certaines protections linguistiques des travailleurs, sujet de prédilection s'il en est pour le NPD, notamment le droit d'avoir ton information de ton employeur en français, tous tes écrits, lorsque vous travaillez dans une entreprise qui relève du gouvernement fédéral. Les chemins de fer, les télécommunications, les banques relèvent tous du fédéral. En d'autres mots, une femme qui travaille dans une banque n'a pas les mêmes droits linguistiques qu'une femme qui travaille dans une caisse pop. Exemple concret, TELUS à Rimouski, on a fait venir un patron anglophone unilingue, et pour pouvoir progresser, il fallait parler anglais. Donc ça, c'est éliminé depuis le mois d'août 77 avec la loi 101. On n'a pas le droit d'exiger la connaissance d'une langue autre que le français, à moins que ça ait un rapport direct avec le travail qu'on fait. Donc, j'oserais vous dire que comme élément de cohésion sociale, puis je prends notre famille, le français au Québec aujourd'hui, c'est de la magie par rapport au Québec qui existait il y a 35 ans en termes de l'utilisation généralisée du français. Gérald Godin, en 1983, a proposé le projet de loi 57 qui a reconnu le fait que lorsqu'on terminait nos études secondaires du côté anglophone au Québec, on était dorénavant réputé d'avoir du français une connaissance appropriée à l'exercice d'une profession, et c'est pareil en vrai. Donc, je me permets, en terminant, de différer légèrement avec Dominique sur un aspect. Moi, je vois effectivement deux systèmes d'éducation au Québec, mais le schisme, pour moi, n'est pas linguistique. Moi, je vois qu'au Québec, les élites envoient systématiquement leurs enfants à l'école privée. La seule exception de tous les conseils des ministres des 30 dernières années, le seul ministre que je connais, à part moi, parce que Catherine et moi, on a envoyé nos enfants primaire, secondaire, cégep au public, c'est Pauline Marois. Elle est la seule autre ministre que je connais qui a envoyé ses enfants à l'école secondaire publique notamment. Donc, il y a deux systèmes d'éducation, mais on prend l'argent des travailleurs pour payer les écoles privées des élites. Et pour moi, ça, c'est deux systèmes d'éducation. Et ça fait partie. Donc, en parlant de cohésion sociale, écrit au sens large, il y a ça. Si vous me permettez, je termine en vous donnant une anecdote. Quand on a voté pour cette loi l'année dernière, on s'est fait attaquer de tout par côté par The Gazette, notamment par Don McPherson. Et je partage avec vous une phrase suave qu'il a écrite. Ça vaut la peine parce que ça démontre qu'on confond allègrement origine ethnique, utilisation d'une langue et langue maternelle. Alors, M. McPherson dit ceci dans la Gazette, et je le cite. Among the NDP members of Parliament who voted for the Bloc's Bill C-482 were Thomas Mulcair, the party's only MP from this province, and leader Jack Layton, who is an English-speaking Quebecer like Mr. Mulcair, at least by origin. Alors, je vous traduis. Il dit que Jack Layton et moi, on est, du moins en ce qui concerne nos origines, anglophones, comme si la langue que l'on parle était une origine ethnique. Permet de vous suggérer que si des Québécois francophones avaient soutenu le droit des anglophones de faire ceci ou cela, et que le Devoir avait écrit pour blaster ces francophones-là, disant « des Québécois d'origine francophone sont en train de soutenir les droits des anglophones », la Gazette aurait été en apoplexie. Il n'y aurait plus une seule chemise à déchirer sur la rue Sainte-Catherine dans le Dominion Square Building de la Gazette, parce qu'ils auraient tous été en train de dire « c'est impossible de mêler si allègrement langue et origine ». Mais c'est ça, c'est ce à quoi on fait encore face. Ma grande déception, c'est qu'à Ottawa, contrairement à ce que je croyais un peu naïvement en y allant, c'est pas vrai qu'il y a deux langues officielles. Il y a l'anglais et le français traduit en anglais. Vous ne pouvez même pas commander un café ou avoir un taxi, même au téléphone, en utilisant le français. Et ça, pour moi, c'était une déception parce que c'est un mythe que je croyais que depuis des décennies, on avait travaillé les deux langues officielles. C'est totalement faux.
Semaine après semaine, on fait des commissions parlementaires où on n'entend pas un mot de français. Alors, ça, c'est une partie de la réalité, mais je garde l'espoir et l'optimisme. Merci, M. Mulcair, pour vos anecdotes. Madame Chicha, à vous de répondre à la question du panel. Comment le français veut-il être un instrument de cohésion sociale au Québec? Bon, je commencerai par un exemple, une illustration récente et douloureuse, qui sont les événements qui se sont passés à Montréal-Nord récemment, et où tous les protagonistes étaient francophones, même si c'était des immigrants deuxième génération, des immigrants, des parents qui eux-mêmes étaient immigrants. Ils parlaient tous le français, et pourtant, je ne pense pas que ce soit une illustration de cohésion sociale, ce qui s'est passé là-bas. Et si je reviens à la définition de M. Ouellon, qui a dit que la cohésion sociale, c'est la capacité d'une société d'assurer le bien-être de ses membres et l'élimination, d'éviter la discrimination, je pense que nous n'en sommes pas là et que d'après ce qu'on peut voir, c'est que les immigrants, je me place sur le plan des immigrants, les immigrants qui arrivent ici et qui connaissent le français et qui sont très heureux d'arriver au Québec, justement, une société francophones sont très vite déçus parce que le français, ils constatent que c'est loin d'être un atout pour eux et que, comme Mme Chieu l'a dit, le taux de chômage, par exemple, des Marocains, le taux de chômage des Algériens est très élevé, il est près de 4 fois plus élevé que la population en général. Le taux de pauvreté, l'incidence du faible revenu parmi les familles immigrantes est plus que le double de l'incidence du faible revenu chez les non-immigrants. La déqualification, c'est-à-dire le fait d'avoir un emploi qui ne correspond pas du tout au diplôme qu'on a, est très élevé également chez les immigrants. Alors, j'ai des doutes sur le fait que l'on puisse dire qu'aujourd'hui, le français est une source de cohésion sociale, en tout cas du point de vue des immigrants. Et je suis toujours très mal à l'aise quand on met l'accent sur les allophones qui viennent et qui refusent d'apprendre le français, par exemple. Et puis on se demande comment est-ce qu'on peut faire pour les inciter à apprendre le français, alors qu'on sait que 65% des immigrants qui viennent sous la caractéristique d'immigrants économiques parlent le français déjà. C'est à eux qu'on doit être préoccupé vraiment de leur situation et pas de voir comment est-ce qu'on peut obliger, inciter, etc. C'est sûr que c'est louable de voir comment est-ce qu'on peut inciter les autres à apprendre le français. Mais il y en a beaucoup également qui apprennent le français, qui font l'effort de le faire. Et d'après les études de Statistique Canada, quand on a demandé aux immigrants quelles sont les difficultés les plus importantes qu'ils rencontrent ici, une des difficultés, c'est d'apprendre une nouvelle langue à l'âge adulte. Et donc, ils font l'effort de le faire et malgré ça, ils n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail. L'autre aspect également, ce sont les entreprises. On parle toujours des entreprises qui fonctionnent en anglais et que c'est à cause de ça que les immigrants n'arrivent pas à s'intégrer, que la langue française. Mais on oublie que la majorité des entreprises au Québec sont des entreprises qui fonctionnent en français quand même et que les immigrants n'arrivent pas à être intégrés dans ces entreprises. Donc, je pense que ce sont ces deux problèmes, je crois, qu'il faudrait également examiner de façon très approfondie, avec beaucoup d'attention, et ne pas les mettre de côté en disant, bon, on veut voir comment les entreprises qui parlent ou l'anglais, la langue de travail, comment est-ce qu'on peut les obliger à utiliser le français, ce qui est tout à fait également légitime. Mais je pense qu'en ce qui concerne les immigrants, le problème n'est pas là. Je vous écoute et j'ai le sentiment que vous ne pensez pas que le français est un facteur important de cohésion, qu'il y a beaucoup d'autres choses à part la langue qui ont beaucoup plus d'importance sur la cohésion de notre société. Bien, je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont cachés derrière la langue et que l'emploi, le fait d'avoir un emploi décent, est certainement un facteur, à mon avis, extrêmement important pour la cohésion sociale. Plus important que le fait de partager la même langue. Je dirais que le bien-être économique des personnes qui viennent ici est très important et ils viennent ici justement dans le but d'améliorer leur bien-être économique et s'ils font face à la discrimination, s'ils font face à des résistances, des barrières, le fait d'apprendre le français ne va pas assurer la cohésion sociale pour eux. Merci, Mme Chicha. Je vais terminer le tour de table avec Gérald Larose.
sur la même question. Comment le français peut-il être un instrument de cohésion sociale? Vous avez présidé la Commission des États généraux en 2000-2001. Vous avez entendu vos quatre collègues du panel. Je vous demande maintenant votre avis. Beaucoup de choses ont été dites, d'abord par le président du Conseil, aussi par le conférencier. Je pense qu'on va facilement faire consensus que la langue, c'est un élément de cohésion sociale. Ce n'est pas l'élément qui va tout expliquer, ou la discrimination ou la cohésion. Mais si on parle de cohésion sociale, à mon avis, il y a 3 ingrédients. On l'a dit dans les conférences. Il y a l'ingrédient échange, d'être en mesure d'échanger. Il y a l'ingrédient de citoyenneté, de construire ensemble l'intérêt général, le consensus social. Et il y a l'ingrédient identité. Et pour moi, la langue, si elle est un instrument de cohésion sociale, doit répondre à ces 3 ingrédients. Celui de l'échange, et effectivement, c'est un attribut plus individuel, plus des groupes entre eux, et avoir une langue commune pour les échanges, c'est pas mauvais. Il y a l'ingrédient de la citoyenneté. Il est évident que s'il y a des groupes dans la société qui ne sont pas capables ou qui ne sont pas en mesure de participer à la délibération publique, on est en danger de nourrir des discriminations, de nourrir aussi des disparités et peut-être même des conflits. Et effectivement, plusieurs l'ont dit, la langue française au Québec, c'est un marqueur essentiel de l'identité. Et là-dessus, je veux tout de suite faire une précision. Parce que personne ne parle de la contradiction radicale qu'il y a au Canada et au Québec quant au régime linguistique. Ici, la lutte de la langue, ça a été la lutte pour renationaliser cet attribut particulier du groupe collectif québécois. La politique fédérale, ça a été l'inverse. Ça a été pour la dénationaliser et en faire un attribut des individus. Et les droits linguistiques sont attachés à des individus et ils sont transportables. Puis quand le nombre le justifie, ben on l'applique, puis quand ça ne justifie pas, on ne l'applique pas. Et ça, c'est l'astuce que Trudeau a inventée pour effectivement tenter de régler la question en la noyant et en la dénationalisant. Et les politiques linguistiques, Bill 63, 22 et 101, en l'espace de 10 ans, ça a été de renationaliser la question de la langue pour la déethniciser, c'est-à-dire en faire un attribut du collectif québécois et non pas un attribut des Canadiens français qui est un héritage canadien. Alors ça, il faut être très clair là-dessus. Et une, je dirais, des difficultés qu'on a, c'est qu'au Québec, s'appliquent les 2 régimes. Et en même temps, le détricotage de la Cour suprême, ça a été pour essayer effectivement d'éroder cette renationalisation de l'attribut du collectif pour le pirater par les droits individuels. Et puis d'ailleurs, et Thomas Mulcair pourrait être plus loquace que moi là-dessus, les luttes contre la loi 101 se sont basées strictement là-dessus, et ce qu'on a devant la Cour suprême, c'est toujours sur la même base. Donc, à la question très précise, comment le français peut-il être la langue de cohésion sociale? À mon avis, il faut s'inspirer, et là-dessus, M. Klinkenberg l'a dit directement, c'est-à-dire que la pratique développée au Québec dans les années 70 a été percutante. En l'espace de 10 ans, on a affirmé que l'avenir de ce collectif se ferait en français. Ça a été tellement puissant comme message qu'en l'espace de quelques années, le paysage de l'affichage a totalement changé. Le comportement des grandes entreprises et des grandes institutions a complètement changé. Même, les gens ont consacré beaucoup de ressources à créer des dispositifs internes pour la francisation, la qualité du français et tout le kit. Donc, bref, le message a été percutant parce que
on a dit l'avenir sera en français, puis tout le monde s'y est mis. Ça a duré exactement 11 ans. Parce qu'il y a eu l'arrêt Blakey, il y a eu le truc sur les écoles, et il y a eu le truc sur les affichages. Vous savez qu'au Canada... Parler des jugements de la Cour suprême. Oui. Alors, au Canada, disons, la langue commerciale est un droit aussi fondamental que la liberté d'expression. Il faut le faire, là, mais en tout cas, c'est comme ça. Et c'est sur cette base-là qu'effectivement, on a émis l'ensemble de ces législations. Donc, en 11 ans, il s'est passé une révolution qui a profondément transformé le Québec, y compris au plan scolaire, et à mon avis, ça, c'est réglé. Bon, à moins que la décision qui s'en vient de la Cour suprême le change, parce qu'avant, c'était 10 qui fréquentaient le secteur français, maintenant, c'est 90 des immigrants. Pour les immigrants. Mais à mon avis, le problème, c'est pas les immigrants. Puis là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Le problème, c'est les Québécois, au grand complet, ils sont mêlés en Simonac sur la question linguistique. Eux-mêmes ne savent pas qu'ici, c'est en français que ça se passe. Moi, je m'amuse parce que je suis des transports publics, et puis quand c'est un peu long, on discute, puis... Alors, je pose invariablement la question, au Québec, d'après toi, c'est quoi la langue? Et puis, je vous dirai, au minimum, 50% vont vous dire, ben, il y a les deux. Il y a les deux. Alors, c'est vrai que c'est un défi d'être clair quand on est dans des contradictions structurelles. C'est demander un surplus qu'on n'a pas que d'être plus clair que les structures elles-mêmes. Donc, je dis qu'il faut se réinspirer des pratiques des années 70 à 3 niveaux. Effectivement, c'est d'être très clair que l'avenir, c'est en français, pour tout et pour tous. Ça suppose de clarifier la question structurelle. On fera un autre colloque là-dessus. Deuxième chose, ça suppose que la pratique linguistique de l'État québécois soit très claire. Autrement dit, le rapport que l'État a avec les personnes morales, entreprises et associations devrait se faire exclusivement en français. Curieusement, quand on exige le français, les associations se mettent à écrire en français, à élire du monde qui parle français, et les entreprises, disons, parce que ça paye, ils se mettent au français aussi. Troisième élément, et pour moi c'est dramatique, c'est le français au travail. Je m'excuse, mais on n'a pas à faire porter aux individus, ça c'est un héritage de la loi des langues officielles de Trudeau. On n'a pas à faire porter aux individus la langue de travail qui ne serait pas le français. Lorrain le disait lui-même, la loi 101, c'est d'abord une loi de justice sociale. C'est-à-dire que lorsque tu parles français, tu as droit de travailler. Et l'anglais, c'est un atout. Mais si tu ne parles pas l'anglais, ça ne doit pas être un handicap. Ben, aujourd'hui, à Montréal, 70% des emplois exigent l'anglais. Donc, on est revenu avant la loi 101, et effectivement, si tu ne parles pas anglais, c'est un handicap. Alors, en plus, pour les immigrants, on fait des efforts, on sue le sang pour avoir des gens qui sont français, et puis la première chose qu'on leur dit, ben, il va falloir que tu apprennes l'anglais. Ils l'ont dit dans le sketch, mais disons, la réalité est moins drôle. Mm-hmm. Alors là-dessus, pour moi, c'est 3 choses très, très claires. Il faut avoir un peu de colonne, comme administration publique. Hein, il a été dénoncé l'automne dernier, les rapports que l'État québécois a avec des immigrants qui se sont francisés se font encore en anglais. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Okay. J'en dis pas plus. Mais, à mon avis, il y a un sursaut de courage politique à avoir pour appliquer de façon cohérente nos politiques. Madame Chicha, j'ai envie de vous faire réagir à ce que
M. Larose vient de dénoncer. Est-ce que, par exemple, est-ce que les personnes issues de l'immigration adhéreraient à un discours comme celui-là? Est-ce que le fait de, par exemple, demander à des gens de travailler en anglais dans des entreprises, est-ce que c'est un facteur qui les éloigne de la majorité? En fait, M. Larose a dit l'avenir est en français. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'immigrants qui n'ont pas d'avenir, en fait. Et même qu'ils savent le français, ils connaissent le français, ils l'apprennent ici, par exemple des Européens de l'Est. Et même quand ils possèdent le français, on va les refuser l'accent latino-américain, ils parlent bien le français, mais l'accent, tout ça. Alors il y a toujours un prétexte. Et c'est difficile de dire que la maîtrise du français va assurer vraiment un emploi de qualité, va assurer un bien-être économique. Et c'est ça le malaise que les immigrants ont. Donc, même si on n'exigeait pas d'eux qui connaissent l'anglais au travail, ça ne réglera pas le problème. Non, et puis même parfois, j'ai l'impression, enfin, parce que j'ai fait des enquêtes auprès d'immigrants, que l'exigence d'anglais est aussi un prétexte pour simplement les éliminer. C'est-à-dire, ils parlent le français, mais on dit, bon, vous ne connaissez pas l'anglais. Alors qu'en fait, l'emploi